L'Econocast est un podcast Geekzone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez soutenir la production de nos podcasts, abonnez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Merci. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 6e épisode de l'Econocast, un 6e épisode qui se sera fait un petit peu attendre, mais on a eu des plannings assez chargés, Mickaël, Vincent et moi, et donc du coup, on n'a pas pu vous enregistrer ce 6e épisode plus tôt. Salut Mickaël. Salut Faskil, mais voilà, on est de retour. Ouais, on va parler de monnaie cette fois-ci, donc on vous rappelle, l'Econocast, c'est un podcast dans lequel on essaie de vulgariser un petit peu les notions d'économie et de finance, pour que vous soyez à même de comprendre un petit peu mieux ce qu'on raconte dans les news et qu'on arrête de vous entuber, parce que généralement c'est l'usage qu'on fait de ces termes un petit peu complexes, mon cher Mickaël, c'est pour ça qu'on voulait aussi vulgariser. Absolument. Et donc, on va parler monnaie comme je l'ai dit. On va commencer par une définition comme d'habitude. La monnaie, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'instrument légal des paiements en vigueur. Du fait de la loi, on parle de cours légal ou du fait des usages dans un pays ou une zone géographique donnée. Voilà, nous voilà bien avancés. Donc, on va essayer de creuser un petit peu tout ça. Et je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec une question générale. Qu'est-ce que la monnaie, en fait, Mickaël ? Parce que cette définition, elle m'éclaire pas des masses. Alors tiens, c'est marrant parce que moi, j'avais une autre définition en anglais que je peux te donner tout de suite. Alors, monnaie, c'est défini comme étant it's a crime, share it fairly, but don't take a slice of my pie. Money, so they say, it's the root of all evil today. Bien sûr, donc c'est la définition de Pink Floyd dans la chanson éponyme. Voilà, je suis pas sûr que celle-ci restera au montage. Ah si, ça reste, tu l'assumes. Mais revenons à nos moutons donc. Non, alors tu l'as dit, la définition de la monnaie, donc qu'est-ce que la monnaie ? Un instrument de paiement en vigueur, en fait, dans un lieu et une époque donnée. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous en ce moment, on est dans la zone euro et donc l'instrument de paiement légal, c'est l'euro. Cet instrument, donc finalement, il est utilisé comme monnaie, soit de manière légale, on parle de cours légal, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en anglais on parle de currency pour la monnaie. Mais aussi parfois du fait des usages, c'est-à-dire que par la pratique, il y a des agents économiques qui acceptent une monnaie, même si c'est pas la monnaie qui a cours légalement. Tu peux prendre un exemple tout bête. Par exemple, dans beaucoup de pays africains, ils vont accepter de prendre tes dollars si tu as des dollars sur toi, ou dans certaines zones touristiques en Turquie, ils sont tout à fait ok pour que tu payes en euros, alors que c'est pas l'euro qui a cours légal sur place, mais qui a un cours finalement d'usage. D'accord. Et donc la monnaie, elle a 3 fonctions principales. Oui, c'est ça. Donc c'est un intermédiaire dans les échanges. Donc elle a ce qu'on appelle un pouvoir libératoire, c'est-à-dire que personne ne peut refuser cette monnaie pour le paiement d'une dette, pour le paiement d'un achat, etc. Dans cette unité monétaire et à sa valeur nominale. Donc pas le droit de te mettre une petite pénalité sur les prix parce que tu payes avec cette monnaie-là. Et puis ça s'applique pas finalement à l'euro en général, mais à certains types d'euros, typiquement les pièces et les billets, qui là vraiment ont un pouvoir libératoire, donc ne peuvent pas être refusés, alors que certaines boutiques vont refuser de prendre l'échec. C'est aussi une réserve de valeur. Ça veut dire quoi la réserve de valeur ? Ça veut dire qu'on peut transférer finalement du pouvoir d'achat dans le temps. Donc les pièces et les billets, on peut les mettre sous le matelas. L'argent à la banque peut être mis sur un compte épargne et être utilisé 10 ans plus tard. C'est pas une monnaie fondante ou qui puisse disparaître même de manière naturelle ou de manière programmée. D'accord. Et puis la dernière, fonction principale, essentielle, c'est une unité de compte, bien sûr. Donc les prix, les services, les biens, les salaires vont être du coup remis sur une base nominale. C'est le numéraire. C'est un principe de la comptabilité. On va tout compter en euros, donc dans cette base monétaire. Alors, petite histoire de la monnaie, parce qu'évidemment, au début, il y avait pas de monnaie. Donc, avant qu'on invente la monnaie, comment ça se passait ? J'ai presque envie de te retourner la question. Non pas que j'ai envie de te piéger, mais est-ce que toi, t'as des souvenirs de l'anecdote de la monnaie, ou comment t'imaginerais que ça a pu naître, cette monnaie ? Très simplement, j'imagine que on échangeait des biens avant sans qu'il y ait de valeur associée et liée à un autre objet physique, et qu'à un moment, on s'est dit, peut-être qu'en fait, plutôt que de stocker des matières premières ou stocker pour avoir une fortune, on va transformer cette valeur en un autre objet qui va le représenter, un objet symbolique en fait. Donc j'imagine que ça vient de là, mais je sais pas. Je ne suis pas un expert historique. Alors c'est parfait parce que c'est exactement la réponse que j'attendais. Et c'est exactement un petit peu la légende ou la fable qui s'est un peu retransmise. Et super. Voilà.
Mais c'est pas exactement ça. Donc en fait, ce que tu décris, c'est un petit peu cette légende urbaine de dire, moi je produisais des carottes, toi tu produisais des pommes, j'avais besoin de pommes, toi t'avais besoin de carottes. On faisait du troc. C'est ça. Et toujours compliqué de faire ce qu'on appelle la double coïncidence des besoins à la base du troc. Et donc naturellement, quelque part, grâce à la loi du marché, l'existence du marché, aurait émergé naturellement un numéraire commun, une monnaie universelle qui serait cette monnaie d'échange. Et en fait, ça c'est une légende. C'est-à-dire que ça a été popularisé par les libéraux, notamment au XVIIIe siècle. Ça a bien marché. Pour justifier justement l'existence du marché, de dire l'homme, l'espèce humaine est un homo economicus. Ça marchait pas bien cette nécessité d'avoir une double coïncidence du troc, donc trouver la bonne personne qui veut bien racheter mes carottes, etc. Et donc d'avoir ce numéraire, ça permettait de justifier l'existence du jeu marché. Et donc c'était une petite histoire qui a été vachement popularisée par les libéraux à cette époque. D'accord. Mais alors du coup, c'est quoi l'histoire de la monnaie en fait? En fait, ce qui se passe, c'est que le troc, ça existe bien sûr, mais ça se fait surtout avec les étrangers. Les étrangers, j'entends les étrangers de ta communauté, donc un pays étranger ou même les gens qui sont en dehors de ta tribu ou d'une autre ville, les gens qui ne sont pas de ton foyer par rapport à la famille. Là, il peut y avoir des échanges et notamment donc des besoins de troc. Mais en fait, l'essentiel de l'économie, c'est construit plutôt sur des échanges impurs, des échanges qui impliquent des normes sociales. Par échange impur, j'entends le fait qu'on peut pas tout monétiser comme ayant une valeur nominale en euros. Ça peut être des services qu'on se rend, par exemple, des parents qui vont éduquer leurs enfants. C'est un échange impur dans le sens où c'est pas un échange économique qui va être transmis en euros. Et donc dans le sens de la tribu, dans le sens de la communauté, au sein d'une communauté, il y a finalement très peu de troc. Il y a des échanges impurs qui sont en fait des échanges de bons procédés, des échanges de services, mais qui ne sont pas réductibles à un acte comptable. Ça, c'est peut-être le premier point qui fait que le troc finalement c'est secondaire. Il y a d'abord des échanges impurs et donc en fait la monnaie n'est pas apparue à cause de ce besoin finalement d'un numéraire commun pour combler la nécessité d'une double coïncidence lors du troc, même si elle a cette fonction en conséquence bien sûr, mais c'était tout simplement un moyen de mesurer la dette. Et donc là on revient finalement un petit peu à la fonction qu'on a évoquée tout à l'heure, cette espèce de réserve de valeur. La monnaie, on peut la stocker et donc ça permet finalement de faire de la dette. La véritable émergence de la monnaie, de l'argent, c'est finalement l'argent dette. C'est d'avoir en fait un numéraire pour pouvoir se prêter de l'argent et s'échanger de l'argent finalement dans le temps et dans l'espace. Donc c'est pas tant la fable du troc, mais c'est finalement l'existence du besoin de se prêter. Donc la monnaie est finalement avant tout une dette. Et alors pour les esthètes, je précise bien sûr que tout ce que je raconte est documenté. Je vous encourage à jeter un œil aux écrits de David Graeber, par exemple, qui a beaucoup écrit là-dessus et qui a fait émerger cette notion de monnaie dette historiquement plutôt que de cette légende urbaine du troc. Et si vous cherchez une référence encore plus moderne, je sais que ça plaira aux gens de Geekzone. Vous devez peut-être vous souvenir que Yanis Varoufakis, donc qui a été le ministre des Finances grec en 2015, il avait bossé pour Gabe Newell chez Steam avant ça, cet économiste, et notamment pour bosser sur Team Fortress 2 et un petit peu la monétisation des choses. Et Varoufakis a justement démontré sur Team Fortress 2, où on s'échangeait beaucoup des chapeaux, des clés, beaucoup de pognon qui circulait là-dessus. Il s'est dit, c'est super, ça va pouvoir me faire un petit peu une base expérimentale très rapide à grande échelle sur le jeu Team Fortress 2. Et il a observé la même chose que David Graeber historiquement, c'est qu'il n'y a pas un objet qui s'est vraiment fixé en termes de numéraire. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les chapeaux ou les clés qu'on s'échangeait sur Team Fortress 2, au bout d'un moment, il y a un objet qui deviendrait un peu la monnaie officielle, peut-être le chapeau. Et en fait, finalement, Varoufakis a observé que dans le temps, ça évoluait et que certains jours, ça pouvait être effectivement les chapeaux qui étaient le numéraire, mais quelques jours plus tard, ça allait être un autre objet qui allait devenir le numéraire et qui allait être plus échangé. Et donc, il n'y a pas eu d'émergence d'un vrai numéraire avec tous ces trocs qui finalement donnaient un petit peu de nouveaux éléments à la thèse de David Graeber sur le fait que l'argent est une dette plutôt qu'un numéraire de troc. Alors on en a déjà parlé, mais on va faire un petit rappel. Il existe différents types de monnaies. Est-ce qu'on peut vite peut-être faire un petit récap de ce qu'on avait déjà dit dans l'épisode 4, si je dis pas de bêtises? Tout à fait, évacuons ça tout de suite. On en a parlé dans l'épisode 4 puisqu'on parlait d'inflation et de banque centrale. La banque centrale qui est aussi un peu garante de notre monnaie dans une grande mesure. Donc on avait détaillé les différents types de monnaies, mais juste pour les rappeler, évidemment les pièces, les billets, ce qu'on appelle
appelle la monnaie fiduciaire. Ensuite, l'argent qui est sur un compte en banque, l'épargne, etc., qui va être de la monnaie scripturale, pouvoir faire des virements électroniques, etc. Et puis de la monnaie un peu de marché, donc interbancaire, donc de la monnaie qui s'échange que entre les banques pour leurs opérations, de la monnaie qui est utilisée par des investisseurs. Et donc il y a différentes catégories de monnaie qui vont de la plus concrète, les pièces et les billets, à la plus abstraite, des actifs liquides facilement échangeables sur les marchés, et donc qu'on appelle la masse monétaire, qui vont de M0 à M4. D'accord, donc on vous invite à réécouter l'épisode 4 si vous voulez plus de détails là-dessus. En revanche, une notion qu'on n'a pas du tout évoquée encore et qui me paraît quand même relativement importante, c'est celle de zone monétaire. Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, avec l'émergence de l'euro, il y a un peu plus de 20 ans, le mot zone euro est devenu quand même passé dans le langage courant. Complètement. Ouais. Une zone monétaire, donc c'est tout simplement une zone qui est formée de pays qui ont la même devise. Typiquement, la zone euro est une zone monétaire qui utilise donc l'euro. L'euro a cours commun et unique, mais ça peut aussi être une zone finalement où la monnaie locale est rattachée à une monnaie de référence externe par un taux de change fixe. C'est-à-dire? Alors moi j'aime bien à chaque fois, je le fais pas exprès, hein, mais à chaque fois j'arrive à te trouver une histoire belge. Donc tu te souviens probablement beaucoup mieux que moi que en Belgique, avant l'euro, il y avait le franc belge, mais nos voisins du Luxembourg avaient eux le franc luxembourgeois. Ouais, et c'était la même chose en fait, si je me souviens bien. Et en fait, c'était exactement, c'était la même chose. Donc la Belgique et le Luxembourg ont signé un traité en 1921 qui en fait finalement a eu cours jusqu'en 1999, donc à la veille de l'émergence de l'euro. Et donc les deux monnaies, le franc belge et le franc luxembourgeois, existaient certes, mais pas indépendamment, puisque ils étaient à parité, ils avaient la même valeur, les banques centrales s'étaient mises d'accord pour que ce soit à parité, et d'ailleurs on pouvait payer en franc luxembourgeois en Belgique, on pouvait payer en franc belge au Luxembourg, ce qui fait que d'ailleurs en pratique, le franc luxembourgeois était finalement vraiment secondaire par rapport au franc belge, par la force des choses et le nombre d'habitants et la taille des différents pays. Alors on parle parfois aussi de zone monétaire optimale complète, c'est quoi donc? Ouais, ça c'est quand même assez important parce qu'on a beaucoup entendu de critiques sur l'euro, des critiques à raison, sur le fait que ça a bénéficié à certains pays, ça a posé des problèmes à d'autres pays, l'euro était trop fort, l'euro était trop faible. Pourquoi il y a tous ces problèmes-là? C'est parce que une zone monétaire, c'est certes une zone, un nombre de pays qui vont partager la même monnaie, mais une zone monétaire optimale, c'est aussi finalement un regroupement de pays, mais qui profite d'autres outils que juste cette monnaie unique, notamment la possibilité de pouvoir réagir à des chocs asymétriques. Alors, je m'explique. L'économie allemande et l'économie française et l'économie italienne sont pas exactement les mêmes économies. Indépendamment, ils vont lever l'impôt différemment, ils vont emprunter sur les marchés différemment, il n'y a pas de mise en commun, il n'y a pas de budget fédéral, il n'y a pas donc de transfert entre les pays, ce qui fait que selon les performances économiques du pays, l'Allemagne peut s'en sortir mieux que l'Italie, mais ils partagent la même monnaie et donc les mêmes taux de change avec l'extérieur, et donc ce qui peut avantager certains peut désavantager les autres, et souvent ça dans les zones monétaires optimales, c'est compensé justement avec la capacité de gérer les chocs asymétriques, et donc notamment soit par le fait de dire ces pays-là auraient pu gérer notamment en dévaluant leur monnaie. Là, c'est plus possible avec l'euro, mais donc ça aurait pu être compensé par un budget fédéral, donc des transferts entre les pays sur le fait que de dire le manque à gagner est compensé, donc ce que l'Allemagne gagne en surplus, c'est redistribué par exemple à l'Italie. Ça paraît dingue dit comme ça, on se dit mais on va jamais faire ça. Mais en fait, les États-Unis, c'est ce qu'ils font. Les États-Unis, c'est une fédération, ils partagent tous le dollar, et il y a des transferts entre les pays parce qu'il y a un budget fédéral. Tout comme au sein du Royaume-Uni, il y a des transferts qui vont de Londres vers l'Écosse, et donc même s'il y a des régions qui sont plus désavantagées que d'autres, il y a quand même une compensation du pouvoir fédéral ou du pouvoir national. La Belgique serait un autre exemple. Et la zone euro, en ce sens-là, est une zone monétaire incomplète, non optimale, parce que elle a décidé de mettre sa monnaie en commun, mais pas le reste. Et ça pose des problèmes, d'un manque de flexibilité pour absorber les chocs asymétriques. Alors j'ai envie de poser une question qui va peut-être sembler être une question de noob, mais bon, je suis un noob de l'économie et de la finance, donc je me lance. On a parlé de zone monétaire, donc on a défini qu'il y avait des pays ou des groupes de pays en tout cas qui partageaient des monnaies. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour réguler la valeur de ces monnaies par rapport à la valeur des monnaies voisines? Comment est-ce qu'on régule tout ça à l'international en gros? Est-ce que ma question a du sens déjà? Et si oui, quelle est la réponse? Elle a du sens, il n'y a pas de mauvaise question, et c'est vrai que ça peut paraître un peu dingue de se dire le marché existe. Déjà c'est un présupposé compliqué. On a parlé un petit peu de la bourse et de la manière dont ça s'est construit bien sûr. Donc avec l'idée toujours de matcher l'offre et la demande. Et donc on est sur un système de taux de change flottant. Donc si l'économie américaine va bien, le dollar va s'apprécier et donc le taux de change va évoluer au jour le jour. Et puis des fois ça peut être intéressant d'avoir une monnaie forte
Quand on importe beaucoup, ça peut avoir ça peut être intéressant parce que comme notre monnaie a beaucoup de valeur, ça nous permet d'importer plus. À l'inverse, si on exporte massivement et qu'on a du mal à trouver des acheteurs parce que notre monnaie est trop forte, ça peut valoir le coup de dévaluer pour finalement qu'il y ait plus de demande pour nos biens exportés. Mais ça, c'est donc régi par le marché. Les banques centrales peuvent aussi gérer un petit peu ce taux de change en dévaluant, donc en se forçant à finalement influencer le marché libre par des actions de type de politique monétaire. Donc soit le taux de change se fait par l'équilibre de marché, soit on peut avoir aussi des pays qui décident d'avoir une monnaie indexée, soit indexée de manière forte. L'exemple qu'on a donné sur la Belgique et le Luxembourg par exemple, qui avait une parité à 1 pour 1 et qui ne bougeait pas de ça, là c'est vraiment une indexation forte à parité. Puis parfois des parités un peu plus faibles, par exemple le Danemark ou la Suisse sont plus ou moins indexés sur l'euro dans un certain ordre de grandeur, mais comme c'est des petits pays avec des monnaies moins utilisées, surtout pour le Danemark, encore plus que la Suisse, puisque bien sûr le franc suisse a une certaine valeur refuge pour un tas de bonnes et de mauvaises raisons, mais ça reste des petits pays et des petites économies, et donc comme à côté il y a le mastodonte qui est l'Europe, ils ont donc une indexation sur l'euro pour que le taux de change ne varie pas trop finalement au jour le jour. Alors forcément ça entraîne une autre question, c'est un truc qu'on entend souvent, non heureusement, mais qu'on entend parfois dans les news, et je me souviens que c'était toujours une notion qui m'a un petit peu intrigué, c'est la notion de dévaluation, et notamment pour dévaluer une monnaie dans l'objectif par exemple de faire face à une crise économique. Comment ça fonctionne, cette mécanique de dévaluation? Alors c'est un petit peu ce que j'essayais de décrire tout à l'heure, et puis je crois qu'on a parlé aussi d'un phénomène similaire quand on a évoqué le cas du rouble et de la Russie dans un épisode précédent, mais c'est de se dire pour quelconque raison ma monnaie est trop forte. Par exemple, je suis l'Allemagne et j'ai des bons résultats économiques, donc ma monnaie s'apprécie, mais mon économie quand même fonctionne beaucoup sur les exportations, et donc comme la valeur de ma monnaie par rapport aux autres monnaies étrangères augmente, le pouvoir d'achat des pays étrangers est plus faible pour acheter mes biens, et donc je me retrouve à ne plus pouvoir exporter autant, j'ai moins de demandes et je vais avoir des problèmes. Et donc là, dans ce genre de situation, on peut imaginer l'utilité de dire on pourrait dévaluer la monnaie pour rendre les exportations plus attractives et encourager la croissance des exportations. Donc ça peut être une manière de procéder. Et puis on peut voir des situations un peu inverses lorsque la banque centrale russe a essayé de limiter la dévaluation qui est en train de se produire auprès du rouble suite au conflit et surtout aux sanctions qui étaient mises sur le rouble pour pouvoir quand même continuer à honorer ses paiements justement en monnaie étrangère. Donc si je suis la Russie et que j'ai de la dette en dollars et que d'un seul coup le rouble ne vaut plus rien, je vais devoir rembourser encore plus que ce que j'avais emprunté. C'est problématique, et donc chercher à calmer la dévaluation. Et l'anecdote quand même, je voulais la placer celle-là. Tu sais que j'aime bien parler des années où je travaillais dans la machine infernale des salles de marché. J'y étais notamment en janvier 2015. Et en janvier 2015, c'est peut-être passé inaperçu pour le commun des mortels, mais il s'est passé un truc. Moi, c'est la première fois que je voyais ça en salle de marché, ça m'a scié. C'est que, donc, je te disais, la Suisse a plus ou moins un objectif de parité avec l'euro. C'est un peu variable, c'est un peu flottant, c'est pas 1 pour 1, mais il y a un objectif de rester quand même dans une certaine limite à parité avec l'euro. L'euro, on se souvient, il y a eu la crise de la zone euro 2011, 2012, 2013, 2014. L'euro s'est vachement déprécié. Le franc suisse beaucoup moins, ça reste une valeur refuge. Et donc le franc suisse était trop fort par rapport à l'euro, ça commençait à embêter les amis suisses. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est que du coup, parce que quand tu te mets à influencer ce genre de truc, tu vas pas l'annoncer à l'avance parce que sinon les gens. Et donc un matin, je crois que c'était autour du 15 janvier, ils ont annoncé en gros un franc suisse valait à peu près 1,20 €. Et ils ont décidé de dire on arrête, on vend des francs suisses, on fait ce qu'il faut faire en termes d'opération monétaire pour que le franc suisse maintenant ne vale plus que 1 €. D'accord. Et donc une baisse de 20% comme ça du jour au lendemain, pas mal. Mais pas annoncée. Et donc il y a un tas de traders autour de moi qui avaient des positions, fait un mouvement de marché de 20% comme ça, sans prévenir. Il y a des gens qui ont dû prendre des 7 douches d'affilée. J'ai vu des gens pleurer pour la première fois en salle de marché à ce moment-là, et des enfoirés qui ont profité d'être dans la salle de marché et d'avoir l'info quand même 15 minutes en avance par rapport au commun des mortels, qui sont allés courir dans la rue, aller voir le petit bureau de change
à touristes pour aller échanger des euros contre des francs suisses avant que le petit bureau de change là au coin de la rue ait l'info et qui sont fait du bénéf comme ça sur le dos bien sûr de l'honnête travailleur. Mais ça c'est finalement le pain quotidien en salle de marché. C'est ce que j'allais te dire, c'est un peu un classique. Alors on va évidemment en parler un tout petit peu parce que c'est quand même lié à la monnaie et puis c'est un truc assez contemporain, ce sont les crypto-monnaies. Alors on va pas rentrer dans le détail, on va pas non plus faire un exposé complet, mais je voulais quand même qu'on en parle un petit peu. Quel est leur statut en fait par rapport aux monnaies? Ce sont des monnaies d'usage du coup, j'imagine? Oui, alors puisqu'on parle de monnaie, il faut évidemment parler de crypto-monnaie. Je crois, j'ai l'impression. Il va falloir que tu passes ton compte Twitter aussi en private pendant quelques jours. Bon, dans crypto-monnaie, donc il y a crypto, donc grosso modo la technologie blockchain, donc le fait de miner, la technologie derrière, est-ce que c'est du proof of work, du proof of stake, le côté décentralisé, hein, voilà, on n'a pas une banque centrale, c'est vraiment les opérations décentralisées. Donc il y a la techno et il y a le mot monnaie. Ouais. Bon, alors sur la techno, on peut être pour, on peut être contre. Moi, je sais que sur le proof of work, j'ai des problèmes parce que c'est quand même un drame écologique, en tout cas énergétique. Après, la technologie en tant que telle décentralisée, proof of stake, pourquoi pas, hein, ni pour ni contre. Par contre, sur le terme monnaie, je suis beaucoup moins d'accord. Pourquoi? Parce que en théorie, déjà, pour qu'une monnaie soit une monnaie, hein, on a parlé de la double coïncidence du troc, etc. Bon, l'idée quand même, c'est que ce soit pratique, c'est que ça permette quand même de se faire des échanges. Et la plupart des cryptos sont quand même ultra volatiles. Regarde déjà au jour le jour comment on panique avec 5% d'inflation, donc avec des prix qui varient. Enfin, si tu devais payer ta baguette en bitcoin... Oui, tu peux la payer du triple au simple du jour au lendemain, quoi. Enfin... Voilà. Et c'est assez antinomique parce que l'espoir de rendre ça stable un jour sans qu'il y ait un acteur central par définition, genre une banque centrale, et puis déjà la banque centrale galère déjà un peu puisqu'on est à 5% d'inflation, donc faire ça sans, ça me paraît déjà compliqué en théorie. Et puis il y a la pratique. Si on accepte que la monnaie, même si elle est volatile, c'est un moyen de paiement, en fait, la part d'utilisation des cryptos pour des paiements, c'est peanuts. Et puis surtout, quand on veut faire des gains, à la fin, en fait, on repasse toujours en dollars ou en euros, hein, on repasse vers une vraie monnaie. Donc tant que la crypto n'est pas vraiment un vrai moyen de paiement, en tout cas, la part de l'usage des cryptos pour les paiements, c'est peanuts. C'est difficile, aussi bien en termes de stabilité qu'en pratique, sur l'usage, de définir ça comme une monnaie. La vérité, c'est que ce sont des crypto-actifs. Ça n'a rien d'avilissant d'appeler ça un crypto-actif, mais en fait, c'est surtout utilisé comme un investissement ou pour la spéculation. Ouais, c'est ça. Ouais. Le côté crypto-monnaie, mais non, t'as pas compris. En fait, c'est un rêve anard ou ultra-libéral. Ça, c'est surtout du blabla. Ça permet de cacher surtout l'utilisation qui est faite des cryptos, qui est de la spéculation. Ça, on peut être pour ou contre. Moi, j'ai pas de pudeur avec ça. Mais par contre, je vais pas justifier ça avec une espèce de rêve anard qui n'a aucune réalité pour l'instant. Donc il y a un petit problème de nomenclature, on va dire. Crypto, ok, monnaie, pas vraiment en fait. Donc il y aura pas la stabilité en tout cas. Et puis d'ailleurs, en parlant de crypto, j'ai cru comprendre que les banques centrales s'y mettaient aussi. Oui, alors là aussi, ça pourrait être un peu antinomique puisque par définition du rêve anard des cryptos, c'est le côté décentralisé. Oui, et puis surtout une banque centrale est supposée stabiliser et on vient de voir qu'avec les cryptos, c'était pas vraiment ça en fait. Mais c'est là que ça peut avoir un avantage parce qu'un euro numérique ou un dollar numérique ou un yuan numérique, en fait, toutes les banques centrales s'y mettent. Hein, ça, il faut le savoir. C'est vraiment un des sujets de demain, c'est de faire une crypto, donc l'utilisation de la technologie, donc une blockchain ou pas, mais en tout cas un euro électronique, ça peut parfois être une crypto. L'idée, c'est de pouvoir se dire, on a finalement non plus que des pièces et des billets, mais aussi une version crypto de l'euro ou des monnaies officielles. Donc quand même toujours avec un contrôle du coup de la banque centrale, ce qui va pouvoir quand même permettre sa stabilité. Donc on compense finalement un des problèmes qui fait que la crypto monnaie n'est pas vraiment une monnaie pour l'instant, en tout cas le Bitcoin ou autre. Donc là, une reprise en main par un acteur central de ça. Et les crypto-bros vont me dire, mais du coup ça n'a plus aucun intérêt. Ça n'a pas le même intérêt que le Bitcoin ou que les autres cryptocurrencies. Par contre, ça a un gros avantage, c'est que ça permet aux banques centrales d'avoir directement un moyen supplémentaire aux pièces et aux billets d'exercer sa politique monétaire et donc d'émettre des euros frais. On l'avait dit sur un des épisodes précédents, la manière dont les banques centrales émettent des euros frais, c'est surtout en général à destination des banques. Là, ce qui est pas mal avec ces monnaies numériques, on peut entrevoir le fait que les banques centrales pourraient se passer du canal bancaire. Plus besoin de passer par un intermédiaire, donc une banque, pour finalement essayer de toucher les citoyens, mais peut-être la possibilité du coup d'émettre directement des euros électroniques, des euros numériques à destination des citoyens ou des acteurs économiques sans avoir passé par le canal bancaire. Donc en général, je m'avance peut-être un peu, mais les critiques
sur ces travaux-là viennent sur pas mal de canaux bancaires qui flippent en fait. Oui, bah oui. Allez, on va passer aux recommandations. Écoute, je te laisse dérouler ta liste de choses à lire et aller voir. Alors je l'ai cité tout à l'heure, c'est une référence en la matière. Comment ne pas citer David Graeber qui démonte un petit peu cette légende du troc, cette légende libérale du troc sur l'émergence de la monnaie et qui explique bien que c'est de l'argent bête, et notamment son incontournable, le livre Dette 5000 ans d'histoire. J'ai aussi évoqué Yanis Varoufakis. Alors j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas vérifié si son blog existe encore, mais en tout cas il a un blog sur lequel il avait un blog en tout cas sur lequel il a mis tous ses travaux de la période Valve où il explique justement ce qu'il a découvert sur Team Fortress 2, etc. Et si c'est plus dispo, je vous renverrai vers un résumé que j'avais fait à l'époque sur mon site. Donc ce sera l'un ou l'autre. Et quand il s'agit de monnaie également, pour les gens qui veulent peut-être se mettre un peu plus à l'action, il y a une ONG qui s'appelle Positive Money qui regarde un petit peu les questions de politique monétaire, comment mettre aussi un peu plus la monnaie au service des citoyens, qui peut valoir le coup d'être suivi, qui avait organisé l'année dernière une petite convention citoyenne de la monnaie, c'était pas mal. Et c'est la fin de ce 6e épisode de l'Econocast. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur la monnaie. N'hésitez pas à venir nous voir. Si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez les poser soit dans le thread qui accompagne ce podcast, soit via Twitter. Vous pouvez nous alpaguer @0vinz VINZ ou @Faskill. On répondra dès qu'on peut. Et puis sinon, on traitera ça dans l'émission, dans l'épisode prochain. Je sais pas du tout si on a déjà défini de quoi on allait parler, mon cher Michael. Pas encore, mais on peut voir si on ferait pas peut-être à l'occasion avant le break de l'été, bon même si on s'est pris un petit break de 2 mois, c'est vrai. On peut peut-être se faire un petit épisode FAQ si on a pas mal de petites questions qui viennent. Effectivement. Mais sinon il y a d'autres thèmes qui arrivent. On en rediscutera en ligne. Voilà, n'hésitez pas à nous suggérer donc des idées d'épisodes. S'il y a des choses que vous voulez creuser, des termes, des notions de financer l'économie, venez nous les suggérer dans le thread et puis nous on verra un peu, on décortiquera tout ça, on verra ce qui mérite d'être traité. On vous fixe au rendez-vous, on l'espère, le mois prochain pour un nouvel épisode. On va en tout cas essayer de ne plus faire de longues pauses, on va mieux s'organiser et on se retrouve donc le mois prochain sur Geekzone pour un nouvel épisode de l'Econocast. Merci Mickaël. Merci Faskill, à bientôt. Un podcast signé Faskill. Faskill.com. Salut, c'est Pipo. Salut, c'est Gotoz. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés. Et on s'intéresse à ceux qui la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.